Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. Les journées de la persévérance scolaire célébrées à l'école Armand-Corbeil. Entrevue avec 3 candidats en prévision de l'élection partielle dans Terrebonne. Et la chronique sport avec notre collaborateur Barthélémy Lessard. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. C'est la semaine dernière que se déroulaient les Journées de la persévérance scolaire qui célèbrent l'engagement et la détermination des jeunes du Québec. Pour cette occasion, un gala avait lieu à l'école secondaire Armand-Corbeil de Terrebonne. Voici un compte-rendu. Nous sommes en présence cet après-midi d'une communauté qui se mobilise pour féliciter les personnes pour les efforts qu'ils fournissent à tous les jours pour réussir. À chaque année, toutes les écoles du Centre de services scolaires des affluents ainsi que les organismes communautaires de la région prennent le temps de souligner par diverses activités la persévérance scolaire. Plusieurs élèves se démarquent et parmi ceux-ci, nous allons honorer aujourd'hui 15 élèves qui recevront le titre d'ambassadeur de la persévérance scolaire pour la région, la MRC des Moulins. Cette persévérance est très importante pour les gens de la Naudière. Cette année, plus de 530 lieux sont inscrits à la campagne. Ambassadrices, ambassadeurs, vous êtes la preuve vivante que chaque effort compte. Vous inspirez ceux et celles qui vous entourent, jeunes et adultes. Vous démontrez que persévérer ouvre des portes. Alors, continuez. Continuez de croire en vous, continuez à avancer un pas à la fois, à être fiers de vous malgré les erreurs, malgré les obstacles. Et rappelez-vous que vos enseignants, vos intervenants, vos parents, puis vos collègues à l'école, on l'a entendu tantôt par une de nos animatrices, sont là pour vous. Ce sont des personnes significatives qui peuvent être à vos côtés pour vous inspirer, vous soutenir, vous encourager. Merci et encore bravo. La semaine dernière, nous apprenions le déclenchement d'élections partielles dans la circonscription de Terrebonne. La date du scrutin est prévue pour le 17 mars. Dans cette lignée, nous recevons le candidat caquiste Alex Gagné. Bonjour, M. Gagné. Bonjour, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Tout d'abord, parlez-moi du parcours qui vous amène en politique dans cette campagne-ci. Bien, moi, ça fait déjà près de 10 ans que je suis impliqué dans la région, notamment avec la Fondation À 2 pas de la réussite qui vient en aide à des jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage. Terrebonne, c'est la ville qu'on a soutenue le plus, notamment via un programme de tutorat qu'on est en train de déployer à travers le Québec. Donc, c'est un peu pour moi la suite de mon engagement dans la communauté, mais un engagement qui est à plus grande échelle, qui va me permettre de toucher à plus de dossiers, mais qui va toujours me permettre de rester bien connecté aux citoyens d'ici. C'est quoi votre vision pour cette campagne-là et pour la suite des choses? C'est certain que j'ai 2 priorités, grosses priorités, et bien entendu, il y en a d'autres, mais il y a le dossier du quartier universitaire qui, pour moi, est primordial. C'est un dossier que, dans mes précédentes fonctions comme directeur général du Centre régional universitaire de la Naudière, j'ai eu l'occasion de travailler. On avait travaillé sur l'appel de projet pour identifier la ville qui allait recevoir le quartier universitaire. C'était Terrebonne qui allait le recevoir. Donc, ça, pour moi, de faire atterrir les différentes phases du projet puis d'éventuellement voir des étudiants qui vont venir étudier ici chez eux, à la maison, sans déplacement, ça, pour moi, ça va être une grande fierté lorsque ce sera accompli. Et bien entendu, le dossier du transport collectif. J'ai grandi ici, j'ai vu l'achalandage augmenter, j'emprunte les mêmes routes que les citoyens. Donc, je veux faire partie de la solution avec mes collègues puis m'assurer qu'on puisse façonner le paysage de Terrebonne de façon intelligente et pour des générations à venir avec un transport qui est efficace. Avec ces points-là, avec votre vision, qu'est-ce que vous pensez, quelles sont les priorités, en fait, vous pensez pour les Terrebonniens? Bien, comme je vous dis, ça en est. C'est sûr qu'il y a toute la question de l'accessibilité. Puis là, je parle bien CPE, accessibilité de place en CPE, en santé et au niveau du logement. Fait que ça, c'est des gros dossiers dans lesquels je vais m'impliquer.
En santé, bien, c'est sûr qu'avec l'agrandissement de l'hôpital Pierre-Legardeur, c'est quand même près d'un demi-milliard qui est investi là. Ça va donner un sérieux coup de main. Puis toute la réorganisation du travail qu'on est en train de faire avec Santé Québec, ça va nous donner des leviers supplémentaires pour offrir des meilleurs services à la population. Donc, moi, je veux continuer à faire partie de ce changement-là pour notre communauté. On l'a appris, le départ de M. Fitzgibbon, oui. Donc, ça a provoqué cette élection partielle-là. Est-ce que vous sentez le besoin de regagner la confiance des électeurs avec un départ? Comment vous percevez ça, vous, au final? Bien, je dirais que mon rôle, pour moi, c'est d'aller à la rencontre des gens, de discuter avec eux, d'échanger sur leurs préoccupations, Puis, je viens d'ici, là. Moi, je viens du bout, puis on dirait que je suis capable de comprendre vraiment ce qu'ils sentent parce que je vis les mêmes défis qu'eux. Moi, j'aurais bien aimé ça, pouvoir étudier ici puis pas avoir à prendre les autoroutes puis le trafic et tout. Fait que je dirais que pour moi, c'est naturel d'aller à leur rencontre puis je veux vraiment être leur voix à l'Assemblée nationale pour faire en sorte que les enjeux locaux soient bien entendus à Québec par les collègues qui sont ministres à ce moment-là. Donc, vraiment, avec votre vision, c'est vraiment un atout majeur, le fait que vous soyez de la région, vous soyez en mesure de comprendre les gens. C'est vraiment ce que je comprends. Ben oui, puis moi, je suis un gars d'action. Là. Je sais qu'il y en a qui sont en mode... on va beaucoup critiquer, on va beaucoup chialer sur autre chose, mais qu'est-ce qu'on propose concrètement? Puis ça, pour moi, c'est ça qui est important parce qu'en bout de ligne, on va améliorer le quotidien des gens. Là. Puis c'est ce qu'on veut faire. Donc, j'avais une ancienne patronne qui me disait toujours on n'a pas besoin de chialeux, on a besoin de faiseux. Donc, moi, je veux faire partie de cette catégorie-là puis de pouvoir m'assurer que les citoyens aient des meilleurs services à Terrebonne. Pour les prochaines semaines, à quoi ça va ressembler de votre côté? Ils sont déjà très bien remplis, donc beaucoup de porte-à-porte, de rencontres avec les gens, les organismes, les entrepreneurs aussi, parce qu'on a une campagne qui a une saveur particulière avec ce qui se passe aux États-Unis. On a un gouvernement qui est économique avec M. Legault, la ministre Fréchette. Donc moi, je vais aller beaucoup à la rencontre des entrepreneurs aussi pour comprendre leurs inquiétudes et les travailleurs aussi qui sont assurément inquiets de voir les impacts que ça pourrait avoir sur leur quotidien. Donc, beaucoup de pain sur la planche pour y arriver. Vraiment d'être à l'écoute des gens, de ce que je comprends, aller sur le terrain, c'est ça qui vous attend pour les prochaines semaines. Oui, puis honnêtement, j'ai pas le monopole de la vérité sur ce qui se passe dans le monde. Là. Donc, moi, ce que je veux, c'est échanger avec les gens qui me proposent leurs idées, qu'on puisse construire ensemble l'avenir de Terrebonne. Puis ça vient avec un dialogue qui est très ouvert, très transparent puis authentique. Puis moi, c'est avec ça que je veux bâtir la suite. Parfait. Merci beaucoup, M. Gagné, de votre passage en studio aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça fait plaisir. Xavier, tu peux être fier de toi, mon grand. C'est tout ce que t'apprends ici, là, ça te quittera jamais. Comme ton doudou. L'apport des éducatrices et éducateurs de la petite enfance, c'est pour la vie. Chérie, me passerais-tu le beurre? Merci. C'est plate. Cette heure, toute la partie se passe rien que d'un bord. Oh, je t'aime, mon cœur. Moi aussi, mon cœur. Avant vos travaux, vérifiez si votre entrepreneur a une licence de la Régie du bâtiment du Québec. Toujours dans le cadre de l'élection partielle dans Terrebonne, nous recevons en studio la candidate de Québec solidaire, Nadia Poirier. Bonjour, Madame Poirier. Bonjour. D'abord, on le sait, je remets les gens en contexte. Vous étiez présenté en 2022 lors de la précédente élection, mais parlez-moi un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas vraiment votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené en politique? J'ai vraiment eu un coup de cœur pour la plateforme électorale de Québec solidaire pour leurs propositions sur l'environnement en 2018. Et c'est à ce moment-là que je me suis mise à militer dans le parti. Et je trouvais ça tout naturel avec mon cheminement dans le côté
communautaires. Donc, j'ai fait Nez Rouge, j'ai fait Comité Famille Mascouche. Donc, je trouvais ça tout naturel que la suite des choses, c'était la politique. Et là, pour votre campagne, quelle est votre vision, vos priorités? Les priorités de Québec solidaire, mais surtout de Terrebonne, c'est le transport en commun, le coût de la vie et le logement. Donc, c'est là-dessus qu'on aborde les gens et, heureusement, les gens nous en parlent aussi naturellement. Comment ça se passe au niveau de la rencontre avec les gens, des soirées que vous avez tenues et tout de votre côté, là? Contrairement à une campagne électorale à l'automne, les gens ont froid quand ils ouvrent les portes. Les gens sont pressés, donc c'est un peu plus difficile d'établir une connexion avec eux. Mais quand la connexion s'établit, ils sont très généreux de leur temps et ils sont très heureux de nous parler de leurs défis puis de ce qu'ils souhaitent dans la circonscription. Donc, des enjeux qui sont présents dans Terrebonne. Comment vous entrevoyez la mise en branle un peu de ces discussions-là au courant de la campagne et tout? On discute souvent, avec les 3 sujets dont je viens de vous parler, souvent on fait juste leur aborder à ce sujet-là. Donc, est-ce que vous avez des problèmes au niveau du logement? Est-ce que vous prenez le transport en commun? Et ça vient tout seul, les gens se vident le cœur. Puis vous, en fait, vous abordez toujours ça, j'imagine, de la même façon, mais avec... oui, d'aller vers les gens, mais aussi de lancer le message pendant la campagne un peu plus en général pour rejoindre l'ensemble des gens de Terrebonne, j'imagine. Donc, on entend leurs problèmes puis on leur suggère nos solutions. Et je crois que c'est la meilleure façon de faire en sorte que les gens votent pour nous. Donc, on leur parle de nos solutions en transport en commun, améliorer le financement. Pour le coût de la vie, on parle de notre programme d'aide d'alimentation scolaire universelle. Et pour le logement, un registre des loyers. Habituellement, les gens seront très ouverts à ces idées-là. Parfait. Comment vous entrevoyez la suite des choses au niveau de ce que vous allez faire dans les prochaines semaines? Qu'est-ce que vous allez, de quoi vous allez parler là, un petit peu durant cette campagne? Durant la campagne, on a eu dernièrement Alejandra Zagamendes qui a sorti un quota, qui a sorti l'idée d'imposer un quota de 75 % d'achat local pour les services publics. Donc, les hôpitaux, les écoles devraient s'approvisionner à 75 % au Québec. Et c'est une idée qui a fait son chemin, qui est vraiment appréciée par les gens à qui on en parle. Donc, on aimerait en parler un peu plus. Puis, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Donc, c'est le meilleur moment. J'en ai parlé d'emblée dans l'entrevue, mais vous êtes la seule candidate qui se représente de 2022. Qu'est-ce que vous pensez que ça vous apporte, tout ça, dans cette campagne-là? Une meilleure connaissance des enjeux de Terrebonne. J'ai eu l'occasion à multiples reprises, justement, de discuter de ce qu'on vit à Terrebonne avec les Terrebonniens. Évidemment, je connais bien le territoire parce que je l'ai côtoyé en 2022, mais aussi j'y réside. Donc, c'est toujours plus facile à ce moment-là. Et j'ai une meilleure connaissance des rouages politiques, des entrevues politiques. Donc, je pense que ça m'amène cet avantage-là. Est-ce que vous voyez des gens qui sont de retour, des visages familiers? Comment ça se passe? Oui, au niveau des militants, j'ai les mêmes militants qu'en 2022, plus d'autres militants, parce qu'évidemment, c'est une partielle. Donc, on a 124 autres circonscriptions qui se tournent vers nous pour nous aider. Donc, évidemment, j'ai encore plus de gens, mais les militants nous suivent et continuent depuis 2022. Donc, c'est toujours agréable d'avoir le même bassin de connaissances. Et comment vous voyez la suite des choses si jamais c'est une victoire de Québec solidaire pour la suite à l'Assemblée? Qui sait? Bien, je dois vous avouer que la première chose à faire, ce sera discuter avec le père de mes enfants pour revoir la garde partagée. Mais autrement, c'est sûr que les enjeux de Québec solidaire me tiennent vraiment à cœur. Puis juste pouvoir en discuter sur une plus grande plateforme, ça sera une belle victoire. Super. Merci beaucoup. Nadia Poirier, candidate de Québec solidaire dans la partielle de Terrebonne, d'être de passage à nos studios aujourd'hui. Merci à vous. Ça fait plaisir. L'Auto-Québec a remis plus de 1,7 milliard de dollars à des gagnants à la loterie. J'ai gagné 5 649 avec le bureau. Quand c'est arrivé, j'étais en vacances à Santorini. Je voulais décrocher, donc c'était clair, pas de téléphone. Mais là, ça arrêtait pas de sonner. Dring, dring, dring. Diane, elle disait, voyons, décroche. Ils ont tout fait pour me rejoindre. Ils ont envoyé des pigeons. Cette histoire n'est peut-être pas 100% vraie, mais Olivier et son groupe sont des vrais gagnants du Loto 649. Non, il n'y avait pas de pigeons.
Xavier, tu peux être fier de toi, mon grand. Tu sais, tout ce que t'apprends ici, là, ça te quittera jamais. Comme ton doudou. L'apport des éducatrices et éducateurs de la petite enfance, c'est pour la vie. Pour conclure ce bloc d'entrevue en lien avec la partielle dans Terrebonne, nous recevons le candidat conservateur Ange-Claude Biglimana. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour, merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. Tout d'abord, parlez-moi un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement votre parcours, un petit peu, qu'est-ce qui vous amène en politique? En fait, d'abord, je suis un père de famille, donc j'habite Terrebonne depuis plus de 10 ans. Et les réalités que les Terrebonniennes et les Terrebonniens vivent, je les partage à 100 donc, c'est ma motivation. Je vois ce que la CAQ a fait, le PQ dans le passé ici à Terrebonne. Et je trouve que ça prend un peu du changement pour les citoyens. Quelle est votre vision par rapport, vous parlez de changement, qu'est-ce que vous voulez créer comme changement pour les Terrebonniens? En fait, c'est de ramener les valeurs familiales d'abord, que ce soit au niveau de tout ce qui est les CPE. Vous savez que quand même ici, Terrebonne, on est une ville familiale, mais jusqu'à date, la CAQ ne nous a pas démontré que tous les parents de Terrebonne peuvent avoir une place à la garderie. La deuxième chose, c'est aussi les écoles, la qualité des écoles. Récemment, j'ai rencontré le maire de Terrebonne, une très belle rencontre. Je ne comprends pas comment une ville comme Terrebonne, qui est la 4e ville de la communauté métropolitaine montréalaise, ne peut pas avoir un pôle universitaire. Donc, moi, je soutiens 100 le maire de Terrebonne pour le pôle universitaire qu'il demande depuis quelques années. Puis comment ça se passe au niveau du terrain, les enjeux des Terrebonniens que vous entendez à ce niveau-là? Sur le terrain, en fait, c'est très inquiétant. Tout le monde me parle du coût de la vie. Je vous apprends pas grand-chose en disant le coût de la vie, parce que moi, je suis un ingénieur de formation, donc je gagne mon pain via ma profession d'ingénieur. Mais comme père de famille, je suis obligé de faire une deuxième job le soir, donc un deuxième emploi le soir pour pouvoir y arriver comme la plupart des gens à Terrebonne. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on a beaucoup de trafic, entre autres, parce que les gens sont tout le temps partis pour aller essayer de gagner leur pain. Et c'est ça l'enjeu principal à Terrebonne. Le deuxième enjeu qu'on me parle beaucoup, c'est le transport. Vous savez, juste arriver ici aujourd'hui, ça m'a pris 30 minutes. Bon, là, il y a la neige qui aggrave les situations, mais j'habite tout près, c'est pas très loin. Donc, c'est un enjeu, les deux enjeux qui sont majeurs que les Terrebonniennes et Terrebonniens me parlent fréquemment. Puis à quoi ça ressemble au niveau de votre vision? On en parle du transport, là. Vraiment, c'est d'être à l'écoute des gens, j'imagine, puis après de trouver des solutions? Oui, en fait, l'erreur que les gouvernements ont tendance à faire, c'est de vouloir toujours injecter beaucoup d'argent. Nous, au Parti conservateur du Québec, on pense qu'il faut d'abord permettre les gens de vivre sainement. D'ailleurs, on a lancé une campagne « Mon char, mon choix » qui a très bien marché. La plupart on a fait beaucoup de gains avec cette campagne-là. Vous savez qu'en 2035, le gouvernement de la CAQ, soutenu par l'OPQ, ont voté une loi pour interdire les voitures à gaz en 2035. Récemment, je les écoutais dire qu'ils reculent parce qu'ils voient ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Donc, déjà là, une ville comme Terrebonne qui est très mal entretenue au niveau de transport, si tu viens interdire les voitures que les familles ordinaires utilisent, mais tu viens de creuser un fossé crucial dans la population. Donc, nous, on pense qu'il faut d'abord laisser les gens choisir le char donc la voiture dans laquelle ils roulent, c'est le choix de chacun et non le choix du gouvernement qui devrait nous l'imposer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que moi, je propose comme candidat, je pense qu'il va falloir revoir aussi l'accès à la A25. Donc, c'est pas normal que les gens de Terrebonne ou les 4 comtés, d'ailleurs, moi, je pourrais inclure Masson, Mille, etc., ces gens-là qui habitent à côté du pont La 25 sont obligés de payer très cher, comme le même prix que quelqu'un qui est à Saint-Jérôme, pour pouvoir passer sur le pont La 25. Je comprends que c'est une PPP, mais pareil, il y a moyen que les gouvernements peuvent faciliter les locaux de pouvoir traverser. Et ça serait aussi une mesure environnementale. Moins de temps on passe dans le trafic, moins de temps on brûle le gaz. En une trentaine de secondes, je vous laisse me parler de la suite des choses. Comment vous entrevoyez la suite de la campagne? Oui, moi, en fait, je vais demander les Terrebonniens et Terrebonniennes de m'accorder, s'ils croient à la démocratie. Au Parti conservateur du Québec, on a eu 500 000 votes dans la dernière campagne en 2022. On est les seuls qui ne sont pas à l'Assemblée nationale à cause de découpage électoral. Donc, je demanderai
aux Terrebonniennes et Terrebonniens de m'accorder cette chance de représenter le Parti conservateur du Québec à l'Assemblée nationale, ne serait-ce que pour un an. Essayez-moi. Si ça ne marche pas, vous avez 2026 pour changer. Merci beaucoup pour votre passage en studio, super apprécié. Merci à vous. Revenez-nous après la pause pour une toute nouvelle chronique sportive avec notre collaborateur Barthélémy Lessard. L'Auto-Québec a remis plus de 1,7 milliard de dollars à des gagnants à la loterie. Le jour que j'ai gagné Gagnant à vie, j'étais chez moi en train de gratter mon billet. Puis là, j'ai vu 3 vies. J'ai tout de suite appelé ma meilleure amie Chanel. Elle a capoté. Après, j'ai appelé mon beau-frère, il était comme « T'as gagné 1 000 $ par semaine à la vie? » Tout le monde était comme « Ah, chanceuse! » Tu connais Fouki? Non, mais ça faisait beaucoup mieux dans mon histoire, là. Cette histoire n'est peut-être pas 100% vraie, mais Serginia est une vraie gagnante de Gagnant à vie. Ben, je pourrais-tu rencontrer Fouki? Bravo, Xavier. Tu peux être fier de toi, mon grand. Tu sais, tout ce que t'apprends ici, là, ça te quittera jamais. Comme ton doudou. L'apport des éducatrices et éducateurs de la petite enfance, c'est pour la vie. Dans le cadre de la chronique sportive de cette semaine, je reçois mon collaborateur Barthélémy Lessard. Bonjour Barthélémy. Bonjour. Tout d'abord, on va parler de qu'est-ce qui s'est passé dernièrement là, dans le hockey junior 3 de la région. Oui, bien, grosse fin de semaine pour nos équipes dans la Nodière. Les Prédateurs de Joliette qui met fin à une dizaine de 3 matchs d'une défaite. Grosse victoire de 16-6 contre les Titans de Princeville. Soirée de 4 points pour 4 joueurs, dont Pierrick Brousseau avec 3 buts, 1 passe, qui s'est mérité la première étoile du match. Au final, 16 joueurs se sont inscrits sur la feuille de pointage. Malheureusement, pour Noah Landry, qui termine sa soirée plutôt difficile avec 33 arrêts sur 39 lancés, avec une efficacité de 846, mais tout de même, ils ont été capables de décrocher la victoire avec une offensive qui a plus que donné le travail. Et du côté des Cobras de Terrebonne? Oui, mais pour les Cobras, une victoire de 4-3 contre Laval. Soirée de 3 points pour Andrew Doucet, avec 1 but, 2 passes. Il a été nommé la 2e étoile du match, puis une grosse performance de Mathias Hernandez avec 36 arrêts sur 39 lancés pour une efficacité de 923. Les Cobras qui ajoutent des points au classement pour 46 points au total, qui se distancent de 5 points avec l'Everest. Cela les permet de solidifier leur place en série éliminatoire, puis essayer de performer encore plus pour pouvoir se qualifier en série. Oui, parce qu'on le sait, là, par le passé, il y a eu beaucoup de belles performances là, et un bon classement pour les Cobras de Terrebonne. Là, cette année, on espère que ça soit de même. Parlons aussi de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Naudière. Oui, bien la ARPHL a été nommée personnalité sportive de l'année 2024 pour leur travail à faveur d'inclusion pour les personnes handicapées. Ils ont été l'année 2024 a été une grosse année pour eux avec plusieurs partenariats, ce qui lui ont augmenté l'utilisation des équipements adaptés. En plus de cela, Frédéric Drouin-Lavigne a été nommé fierté liée à l'augmentation des partenariats. Elle a mis en place une structure pour promouvoir les équipements adaptés. Ensuite de cela, Angélique Poulain a été nommée fierté des initiatives sportives. Elle était en collaboration avec la ville de Joliette, la CISSS de la Nodière et Parasport Québec. Donc, c'est des belles nouvelles, c'est des gens de cœur qui s'impliquent dans la région et ça fait des beaux projets. Il y a aussi des nouveautés au sein des projets là, pour cette association-là. Oui, mais exactement. 21 nouvelles collaborations qui ont été effectuées au cours de l'année 2024. En plus de cela, les équipements de l'organisme ont été utilisés à plus de 200 fois, ce qui représente une augmentation pour les personnes handicapées qui veulent faire du sport ou des loisirs, peu importe. En plus de cela, l'organisme a déteint une vingtaine de sortes d'équipements différents, dont 25 ont été totalisés exemplaires. Et puis, l'organisme est passé d'un employé en 2017 à 4 à temps plein en 2024. L'équipe est composée d'Angélique Poulain, Frédéric Drouin-Lavigne, Audrey-Lynne Lachance et puis Andréane Lacasse. Donc, ça fait des employés qui sont investis, comme je l'ai dit, dans la communauté, puis plein de beaux projets. Il y a aussi un bel exploit d'une jeune Terrebonnienne au soccer. Oui, bien, Mélina Nian-Alexis a été sélectionnée pour la Costa Calida Mima Cup en U17 2025 qui va se dérouler en Espagne. Donc, toutes nos félicitations pour elle.
tout un honneur qu'elle puisse représenter la Nodière, le Québec et, entre autres, le Canada à la Coupe du monde 2025. On lui souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup, Barthélemy, pour ton passage en studio aujourd'hui. Ça fait plaisir. Du 24 au 28 février prochain, le Cégep de l'Assomption propose la 9e édition déjà de la Semaine des éveilleurs. Pour cette occasion, j'ai pu m'entretenir avec une des co-organisatrices de l'événement. On écoute l'entrevue. On en est à la 9e édition de la Semaine des éveilleurs. On a commencé il y a de ça, donc 9 ans avec cette idée de créer une semaine où les différents départements du Cégep travailleraient ensemble pour créer toutes sortes d'activités pour que les étudiants apprennent autrement. C'est-à-dire que plutôt toute la session, il y a les cours qui se suivent et se ressemblent un peu. Et là, on voulait sortir un peu de la salle de classe, faire les choses autrement. Donc, on fait venir des conférenciers, on crée des ateliers de discussion, on crée des panels. C'est ça le but de la semaine, c'était vraiment de créer des ouvertures, de créer des liens entre les différents départements, entre les différentes disciplines. Parce quand on fait des études, souvent rendues au niveau du cégep et encore plus à l'université, il y a comme un effet de silo qui se crée. On est à l'intérieur d'un cours, puis là, on fait que ça. Donc, en ouvrant comme ça les activités, puis en créant des ponts, bien, les étudiants qui sont, par exemple, en sciences humaines peuvent participer à une activité qui a été organisée par Sciences de la nature ou par technique juridique. Et ça permet aux étudiants de découvrir ce que font les élèves des autres cours, puis de ce que font leurs amis dans leurs cours, dans d'autres programmes. Pour nos 3 activités qui sont ouvertes au public, on a un lien. En fait, si vous tapez Semaine des éveilleurs sur Google, vous allez arriver à un site, le site Eventbrite, qui est un site qui nous permet d'acheter des billets pour des différents événements. Puis nos événements, nous, ils sont gratuits et les gens peuvent s'inscrire pour participer aux activités. Donc, il y a quelques activités qui sont déjà complètes, malheureusement, mais il y en a d'autres qui sont encore ouvertes au public et qui sont très intéressantes. Et on a hâte de voir des gens de l'extérieur venir partager ces expériences avec nos étudiants. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir et revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt.